Petit théâtre de nuit. Une émission de Géraldine Gérard. La Prude. Réalisation Georges Pérou. Enfin, vous voici, Hermeline. Où étiez-vous donc? Bonsoir, mon ami. Quand vous arrivez tard, ma chérie, j'étais inquiet. Vos mains sont glacées malgré votre manchon de chinchilla. D'où venez-vous, mon ange? De l'église? Encore? Vous y passez vos journées. Ne savez-vous pas, René, que je fais en ce moment une retraite? Et puis, j'ai assisté au salut. Hermeline, je suis heureux, certes, d'avoir une femme pieuse, mais réservée. Mais il me semble que parfois votre piété est un peu exagérée. Exagérée? Mon Dieu, que voulez-vous dire? La piété peut-elle être exagérée? À parler franchement, je trouve que... Oui. Ah oui, vous me négligez un peu. Ah oui. Vous paraissez donner plus de place aux exercices religieux qu'à votre mari et à votre ménage. René, vous blasphémez. Ne doit-on pas faire passer Dieu avant toute créature humaine, même un mari? J'ai pour vous du respect, de l'affection. Oui, je crois que vous m'aimez bien, mais je voudrais que vous soyez avec moi plus caressante et... Enfin, plus enjôleuse, vous voyez. Me suis-je jamais refusé au devoir conjugal? Oui, parbleu. Mais je voudrais bien que cela vous apparût comme un plaisir, et non comme un devoir. Enfin, êtes-vous heureuse quand nous faisons l'amour? René, comment pouvez-vous employer des expressions aussi grossières? Mais vous, enfin, comment pouvez-vous considérer que l'amour est une chose grossière? C'est le plus joli cadeau que nous ait fait le Créateur. Hermeline, lorsque je vous ai épousé, j'ai acquis le droit de faire, comme l'on dit, l'œuvre de chair, et cela est dit clairement dans les commandements de Dieu. Eh bien, sachez-le, je trouve que je fais fort peu l'œuvre de chair quand je ne peux même pas caresser la vôtre. Enveloppé comme vous êtes dans cette affreuse chemise de nuit d'étoffe rugueuse qui vous emmaillote là, jusqu'aux pieds. Vous faites allusion à la chemise de Saint-Joseph que la décence recommande à toutes les jeunes mariées. Ce sont les saintes religieuses du couvent dans lequel je fus élevée qui l'ont taillée, cousue, lorsqu'elles ont préparé mon trousseau. Et alors, vous ne vous dévêtirez jamais devant moi, votre mari. Je ne verrai jamais votre corps, né? Oh, le diable emporte votre couvent, les bonnes sœurs et Saint-Joseph. Oh, René! Taisez-vous. Taisez-vous par pitié. Vous blasphémez. Vous venez de commettre un péché mortel. Vous risquez d'aller en enfer et nous ne pourrons nous rejoindre dans la vie éternelle. Mais quel chagrin affreux pour moi. Oh, mon Dieu. Mon mari sera damné, Seigneur. Faites-moi mourir à l'instant afin que je ne puisse plus entendre de telles profanations. Hermeline, je vous en prie. Hermeline, ma femme bien-aimée, calmez-vous, je vous en prie. Me calmer? Me demander de me calmer? Comment le pourrais-je? Alors que je vois le malheur s'abattre sur vous. Je viens de voir se dresser devant vous une figure hideuse, celle du péché mortel. Mais voyons, Hermeline, ce ne peut être aussi grave. Mes paroles ont dépassé ma pensée, voilà. Bon, j'irai me confesser. Il vous faudra faire pénitence, mon ami. Je ferai pénitence pour vous rassurer. Alors, êtes-vous contente, ma petite chatte? Vous ferez pénitence? Vous me le promettez? Je vous le promets, Hermeline. Hein, que ne ferais-je pour vous? Ne savez-vous pas que je vous adore? Monsieur, on n'adore que Dieu. Non, Hermeline! Hermeline! Elle est allée s'enfermer dans sa chambre. Ma femme est vraiment trop prude. Il faut que je la connaisse et que je l'aime autant que je le fais pour supporter son insupportable bigoterie.
Oh, Cerneval. Des portes! Quelle surprise! Et tu t'es donc décidé à quitter Nancy? Pour quelques semaines seulement. J'avais envie de revoir la capitale. J'en profiterai pour régler une ou deux affaires. Mais quand es-tu arrivé à Paris? Hier soir. Et où loges-tu? Dans un hôtel, non loin de là. Non, à l'hôtel, jamais je ne le supporterai. Tu viendras habiter chez moi. Hein? Je possède une grande demeure assez confortable à 2 pas d'ici. J'enverrai un de mes domestiques prendre tes bagages à ton hôtel. Hein? Allez, viens. Ma foi, j'accepte sans façon. Je suis tellement heureux de te retrouver. Pas plus heureux que moi. Mon brave Anselme. Voilà 10 ans que nous nous étions. Oui, 10 ans. Ah, que de joyeux souvenirs. Jadis, nous étions la terreur des maris. Et convoités par les mères de famille. Riches l'un et l'autre, pas trop mal de nos personnes, les bonnes bourgeoises de Nancy, ayant filles à marier, trouvaient révoltant notre entêtement à rester célibataire. Mais tu es toujours célibataire? Toujours. Ah. Eh bien, figure-toi que moi, je me suis marié il y a 3 ans. Pas possible. Ouais. Et tu es fidèle à ta femme? Parfaitement fidèle. C'est incroyable. Tiens, voici ma maison. Entre. Ouais. Ben, tu es ici chez toi. Superbe demeure, vraiment. Ton commerce des vins marche bien, je suppose. Non, je ne me mêle plus de commerce. Je possède environ 15 000 livres de rente et cela nous suffit amplement à ma femme et à moi. Si je comprends bien, tu es devenu un paisible bourgeois de Paris. Ouais, c'est cela. Et pour ne te rien cacher, je vise à l'échevinage. Tiens, si tu veux, Anselme, nous allons entrer dans cette pièce. Voilà. C'est mon cabinet de travail. Tu t'y reposeras avant de prendre possession de ta chambre. Ton cabinet de travail dans lequel tu ne travailles guère. Non, mais j'y suis tranquille. Là, tu vois, dans ce cabinet, j'ai toujours en réserve du vin et puis de la bière. Et je n'ai même pas besoin de l'office d'un de mes serviteurs. Et ainsi, je peux boire et offrir à boire à mes amis sans qu'Hermeline n'en sache rien. Ta femme t'empêche-t-elle de boire? Non, bien sûr, mais elle est un peu austère. Et si dévote qu'elle craint sans cesse pour le salut de mon âme. Oui, c'est sa manière de m'aimer. Mais quel âge a ta femme? 23 ans. Et toi? Et moi, tantôt 40. Tu penses que la différence d'âge est grande entre elle et moi, mais ce n'est pas une femme ordinaire. Elle est si pieuse, si pudique, qu'elle n'agit pas du tout comme les autres femmes de son âge. Et pourtant, elle est ravissante. Appétissante comme la mère des amours. Ah, des yeux, regard tendre et brillant à la fois. Une bouche. Ah, une peau à rendre jalouse les roses. Tu es heureux? Oui. Tu dois être heureux avec cette jeune merveille. Je le serais davantage si je n'avais comme rival la religion, qui la rend parfois comme lointaine. Ne peux-tu obtenir d'elle plus d'abandon? Mais si je tentais de franchir les bornes de sa modestie, je courais le risque de perdre ses bonnes grâces. Non, vois-tu, Anselme, j'aime tant ma femme. Elle a tant de qualités que je lui passe ses momeries. Et pourtant, parfois, j'essaie de la raisonner. Et alors, elle finit par se mettre en colère. Quand pourrais-je présenter mes respects à Madame de Cerneval? Mais tu la verras à l'heure du dîner. Hein? Et tu as un peu reposé? Tout à fait. Bien, alors je vais te conduire jusqu'à ta chambre. Tu feras un mot afin que mon valet aille réclamer tes bagages à l'hôtel. Tu sais que... Oui. Je ne suis qu'un provincial qui se sent un peu perdu, un peu gauche. Mais non. Tu es parisien depuis 10 ans. Je compte sur toi pour me faire connaître les plaisirs de la capitale. Je te le promets. Hermeline? Hermeline? Ouvrez-moi. J'arrive, mon ami. Vous voici habillé. Vous alliez sortir? Oui. Je vais à Confesse. Encore? Il le faut, mon cher René. Il s'est passé ici ce matin une chose grave. Une chose grave? Mais quelle chose grave? Comment?
Avez-vous oublié que vous avez blasphémé? Oh, je l'ai regretté, je vous l'ai dit. Ne parlons plus de cela, ma chérie. Vous avez commis une faute, mais moi j'en ai commis une presque aussi grave que la vôtre. En vous entendant parler de la religion comme vous l'avez fait, je me suis mise en colère contre vous. Il faut que j'aille en demander pardon à Dieu. Bien. Bon, mais ne restez pas trop longtemps à l'église, nous avons un invité à la Comment? maison. Vous avez invité quelqu'un? Nous ne recevons jamais personne. Non, c'est un tort, et je le regrette. Mais d'ailleurs, notre invité est l'un de mes plus anciens amis. Mais sinon, plus ancien. Il demeure à Nancy. Et il est venu passer quelques semaines à Paris pour ses affaires et puis pour se distraire. C'est un homme charmant, gai, spirituel. Vous aurez plaisir à le connaître. Et puis, je l'aime beaucoup. Vous ne voulez pas dire que vous l'avez invité à vivre chez nous? Mais je le dis, ma chère Hermeline. Je l'ai déjà installé dans la chambre. Il m'a déjà exprimé le désir de vous présenter ses hommages. Je ne veux pas voir ce monsieur, René. Comment vous ne voulez pas voir Anselme Desportes, mon ami intime, notre hôte? Votre hôte, René. Il n'est point le mien. Oh, Vous avez parfaitement le droit d'inviter un de vos amis dans cette maison qui est la vôtre. mais depuis que nous sommes mariés, elle est aussi la vôtre. Vous savez parfaitement, mon ami, que je hais le monde et tout ce qui s'y rapporte. Je ne vous ai pas caché que j'ai failli entrer au couvent et que sans l'assistance de mon père, qui était d'ailleurs un de vos collègues, je ne me serais jamais décidé au mariage. Mais ce que vous dites, Hermeline, n'est guère aimable pour moi. Vous ne m'aimez pas. J'éprouve pour vous beaucoup de respect et d'affection. Ces sentiments ne sont pas tout à fait de ceux dont rêve un mari amoureux de sa femme. Vous avez trop de vertu, ma chère. Préféreriez-vous que je sois une coquette? Non, à Dieu ne plaise. Alors, mon ami, laissez-moi vivre à ma guise. Tant que votre ami sera ici, permettez-moi de prendre mes repas seul, dans ma chambre. Mais enfin, pourquoi? Avez-vous quelque chose contre M. Desportes? Que pourrais-je avoir contre lui? Je ne le connais pas. Il est votre ami. Je vous estime assez pour penser que c'est un homme d'une moralité parfaite. Mais, René, vous me répétez souvent que je suis belle. Vous l'êtes? Vous ne l'ignorez pas, ma chérie. Si je permettais à un autre homme que vous, mon mari, de poser ses regards sur moi, je pourrais involontairement susciter en lui des pensées impures. Les commandements de l'Église interdisent à un homme de convoiter la femme d'autrui, même en pensée. Comprenez-vous, René, pourquoi je refuse de me trouver en face de cet étranger? Hermeline, vous êtes la plus noble des femmes. Faites comme vous l'entendez, ma chérie. Mais vous ne m'en voudrez pas, j'espère, si pendant quelques semaines je semble vous délaisser un peu. Les devoirs de l'amitié et de l'hospitalité me commandent de veiller au bien-être de M. Anselme Desportes. Elle est mon amie, et ne vous souciez pas de moi. Non, je ne voudrais pas que vous vous trouviez esselé. Dieu me tient toujours compagnie. Viens, mon cher Anselme, allons dîner. Entre, s'il te plaît. Voici notre salle à manger. Oh, c'est une pièce magnifique. Et la table paraît bien accueillante. Ces cristaux, cette argenterie sont disposés avec tant de goût que l'on devine en entrant une maîtresse de maison raffinée. Non, je vais te décevoir, Anselme, en te disant que ma femme n'est pour rien dans l'ordonnance de ce couvert. Vraiment? Oui. C'est sans doute qu'il y a dans cette maison une vieille gouvernante qui a élevé Madame de Cerneval et dirige la maison comme le ferait une mère, la déchargeant des moindres soucis. Non, ce n'est pas cela. Ma femme est si austère qu'elle méprise tout ce qui lui paraît frivole. Et... Non, écoute, Anselme, je te prie de bien vouloir excuser Madame de Cerneval, tu ne la verras pas. Non, elle ne paraîtra pas à nos repas. Est-elle souffrante? Non, pas du tout. Elle est peut-être obligée de se rendre en province auprès de quelques parents? Non. Non, ma femme ne descendra ni à la salle à manger, ni au salon pendant la durée de ton séjour chez nous. Je souhaite ce séjour très long, néanmoins. Mon Dieu, mais qu'a-t-elle contre moi? Qu'ai-je fait pour mériter d'être traité ainsi? Non, calme-toi, je t'en prie, mon cher Anselme, mais ne sois pas froissé d'une telle attitude. Elle ne concerne nullement ta personne.
Madame de Cerneval ne te connaît qu'à travers ce que je lui ai dit de toi. Et tu me feras l'amitié de croire que je ne lui en ai dit que du bien. Mais elle est tellement austère, bigote, qu'elle refuse toute relation mondaine. Parfois, je ne puis m'empêcher de penser qu'elle serait mieux dans un couvent que dans cette maison où elle ne permet jamais à aucun de mes amis de pénétrer. C'est à part moi et son confesseur. Elle ne voit jamais aucun homme. Il est bon qu'une jeune femme ait une attitude réservée, mais sans oser critiquer ta femme, je trouve qu'il y a dans son comportement de l'exagération. Oh, bien sûr, je suis de ton avis. Au début de notre mariage, j'ai été charmé par cet excès de pudeur. Je l'attribuais à la timidité d'une jeune fille qui, sortant du couvent, se sentait effarouchée devant le monde qu'elle ne connaissait pas. Et maintenant, je suis parfois irrité de cette manière d'être. Et songe donc qu'Hermeline quitte notre maison chaque jour après déjeuner pour se rendre à l'église ou dans quelque monastère. Elle ne revient qu'à la nuit tombante. J'en suis venu à exécrer toutes ces pratiques religieuses qui me prennent ma femme. Elle t'aime, n'est-ce pas? Tu ne peux en douter. Non, je ne puis en douter. Et c'est peut-être son amour pour moi qui la rend si farouche à l'égard de tout autre homme. Enfin. Mais une fois encore, je te prie, mon ami, d'excuser l'absence de Madame de Cerneval et de faire néanmoins honneur à ce repas qui a été préparé pour toi. Je me souviens que tu aimais fort le bon vin et la bonne chair. Ah, je les aime toujours. Et j'aime toujours le plaisir. Où peut-on s'amuser à Paris? Dans bien des endroits, au théâtre, au concert. Cela dépend du genre d'amusement que tu désires. Je voudrais souper avec des catins. Oui. Mais je ne sais comment m'y prendre pour réaliser ce désir. Peux-tu m'aider? Écoute, Anselme, je consens à t'aider dans cette entreprise, bien qu'elle soit fort peu morale. Je suis célibataire, moi, par conséquent parfaitement libre. Et il est après tout légitime que j'aille passer quelques heures chez ces demoiselles de petite vertu. Mais bien sûr. Mais encore faut-il que je sache comment les rencontrer. Mais je te servirai d'introducteur. Ah, le bonheur. Je t'en remercie d'avance, mon cher René. Non, mais tu aurais pu croire que j'étais devenu rigoriste. Je te donne ainsi une preuve de ma façon de penser sur cette matière, mais par une délicatesse que j'espère tu ne blâmeras pas, et à cause des sentiments que je dois à ma femme, tu permettras que je ne partage pas tes délectations. Et pourquoi donc? Quel tort peux-tu porter à ta femme? Elle n'en saura rien. D'ailleurs, ses manières d'être pourraient t'inciter à chercher hors de chez toi ce dont tu es privé dans la chambre conjugale. Tu n'as peut-être pas tort, mais... que veux-tu, j'aime ma femme, elle m'est fidèle et je veux le rester ainsi. Non, mais tu n'y perdras rien, je te conduirai, et cela dès demain, au temple de la plus célèbre des prêtresses de l'amour vénal. Demain, je serai prêt à te suivre aux enfers s'il le faut. Veuillez, s'il vous plaît, nous conduire auprès de Madame S.J. Merci. Madame S.J. C'est bien moi, monsieur. Madame, je porte un nom fort admirablement connu sur la place de Paris. C'est pourquoi je tiens à garder l'anonymat. Ne craignez rien, monsieur. Nous sommes habitués à la plus grande discrétion. La curiosité est absolument bannie de cette maison. Nous voulons ignorer qui vous êtes. Je le sais, madame. Ce sont des amis très sûrs qui m'ont indiqué votre pension. Je suis venu chez vous, non pour moi, c'est pour mon ami qui m'accompagne. Il n'est à Paris que pour quelques jours et je le confie à vos soins. Il veut s'amuser, mais il ne voudrait pas rapporter un mauvais cadeau dans sa province.
et vous y perdre de réputation. Alors, dites-nous franchement, si vous savez ce qu'il lui faut. Une fille jolie, hein? Jeune. Ah, saine, s'il vous plaît. Monsieur, je vois bien à qui j'ai l'honneur de m'adresser. Ce n'est pas des hommes comme vous que je voudrais tromper. J'ai votre affaire. Il suffit d'y mettre le prix. Peu importe le prix. Enfin, sans doute, mais il faut que la femme soit très belle et surtout très savante en amour. Elle l'est, monsieur. C'est certainement la plus habile de toutes mes filles. Elle a du charme, de la distinction, de la conversation. Vous serez content. Un vrai morceau de roi. Ou d'archevêque. D'archevêque? Que dites-vous là, madame? Monsieur, si je pouvais vous dire qui je reçois ici, vous seriez bien surpris. Mais ce sont tous gens fortunés et célèbres. Hier, j'avais dans ce salon... Non, je vous en prie, madame, n'allez pas plus loin dans vos confidences ou nous risquerions de perdre confiance en vous. Monsieur, je n'ai prononcé aucun nom. Sachez que la jeune personne dont je propose les services à monsieur votre ami est tellement appréciée de ma clientèle qu'on m'en donne le prix que je demande, sans discuter. Il y a 3 jours, un de nos ministres m'en donna 20 louis. Non. Hier, quelqu'un dont le nom est connu dans toute la France lui fit gagner 50 louis. Assez de références, madame. Dites-moi quand je puis avoir rendez-vous avec cette jeune beauté et ce que vous en demandez. Monsieur, pour mériter l'honneur de votre estime, je vous l'offre pour 10 louis. Mais il faut que vous soyez exact au jour et à l'heure que nous allons fixer. Elle n'est donc pas chez vous en ce moment? Elle n'y est pas. Elle a parfois du mal à se rendre libre. J'ignore pourquoi. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une femme que l'on rencontre souvent dans des maisons comme celle-ci. C'est, monsieur, une occasion exceptionnelle. Vous en demandez 10 louis, avez-vous dit? Oui, monsieur, 10 louis. C'est pour rien. Étant donné... 10 louis, c'est cher, il me semble. Cher monsieur, cher. Mais je vous ai dit qu'on m'en a déjà donné 50 il y a 3 jours. Tout de même, 10 louis. Jamais à Nancy. Voyons. Nous ne sommes pas sans Lorraine, ne l'oublie pas. Cette femme n'est certainement pas comparable aux grosses Lorraines que tu as l'habitude de voir. Vous m'avez, monsieur, demandé de vous donner ce que je possède de mieux. Je suis sûre que vous serez content. Cette personne est la perfection dans le genre. Bon, va pour 10 louis. Si je suis satisfait, je reviendrai. Vous reviendrez, monsieur. J'en suis certaine. Nous vous attendrons demain à 10 heures du matin, très exactement. 10 heures du matin? C'est-à-dire que j'aurais voulu... Quoi donc, monsieur? Mon désir était de souper avec une catin. S'il ne s'agit que de souper avec une catin, monsieur, je puis facilement vous en procurer une. Mais pas celle-ci, monsieur. Votre ami m'a demandé de vous réserver... Je ne veux pas discuter plus longtemps. C'est entendu. Demain matin à 10 heures, très exactement, je serai ici. Vous serez content, monsieur. Et vous, monsieur, qui avez eu l'amabilité de conduire votre ami jusqu'à moi, laissez-moi vous remercier et vous dire que je ferai tous mes efforts pour vous contenter. Si vous m'honorez un jour de votre clientèle... À demain matin, madame. Madame. Eh bien, Anselme, quelle est ton impression? Je ne crois guère à la merveille annoncée par madame S.J. Elle a certainement beaucoup exagéré. Oh, c'est probable. C'est une chose étrange et singulièrement révoltante que cette sorte de marché de filles publiques. Ah oui, il en existe à tous les prix. L'État tient un compte rigoureux de cette marchandise. Depuis 50 ans, 2 ou 3 gredins régissent à Paris cet abominable commerce. Au siècle dernier, un fripon espagnol gagnait 100 000 écus par an à la sorte d'inquisition dont nous sommes en train de parler. Le plat rigorisme de certaines gens a bêtement imaginé qu'un des ressorts les plus sûrs du gouvernement, une base enfin de la vertu, est d'ordonner à ces créatures de rendre un compte exact de la partie du corps que fait le mieux l'individu qui les courtise. Une acquisition? C'est exactement cela. Il y a des listes de catins, des rapports de commissaires.
C'est tellement révoltant que je n'aurais jamais osé te parler de ce genre de plaisir si tu n'avais toi-même exprimé le désir d'y goûter. Cela n'a pas d'importance pour moi, puisque nul ne me connaît à Paris. Tout d'abord, j'ai été déçu de ne pouvoir souper avec l'une de ses filles. Mais à la réflexion, je suis bien aise d'expédier cette affaire de bonheur. Cela me permettra de vaquer le reste du jour à des devoirs plus essentiels à remplir. Et aujourd'hui même, si cela ne te contrarie pas, je voudrais, avant l'heure du souper, aller rendre visite à un homme qui me doit de l'argent et auquel je voudrais le réclamer. Voilà une bonne occupation jusqu'à l'heure du souper. Va, mon cher, et bonne chance. Moi, en t'attendant, je vais aller rendre visite à ma femme dans sa chambre. Et bonne occupation jusqu'à l'heure du souper. Hein? Oh, tu sais, Hermeline n'est pas une femme qui admet les imprévus de ce genre. Si je m'avisais d'y songer, je serais éconduit. À ce soir. À ce soir. Hermeline? Hermeline? Puis-je entrer? Entrez. Ah, ma chère Hermeline, vous trouvez sans doute que je vous néglige fort depuis que mon ami Anselme Desportes est chez nous. Je vous en demande pardon. Il est vrai que je ne vous ai guère vu depuis quelques jours. Mais aussi, Hermeline, pourquoi vous entêter? Pourquoi refuser de vous mêler à notre vie quotidienne? Moi, je vous assure qu'Anselme est un garçon charmant, qui est fort bien élevé. Jamais, en votre présence, il ne se permettrait un mot ou un geste qui pourrait vous déplaire, non. Et soyez gentils ce soir. Descendez à la salle à manger. Et soupez avec nous. Et faites-moi plaisir, je vous en prie. Et mon plaisir à moi, René, ne compte-t-il pas? Non, je ne vois pas en quoi votre plaisir peut être de vous montrer inamical à l'égard d'un homme que j'affectionne. N'insistez pas pour que je descende à la salle à manger quand votre ami est là. Non. Soit. Faites comme vous voudrez, ma chérie. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'une jeune femme belle et en pleine santé comme vous refuse toute distraction mondaine. Mon cher René, c'est que je n'aime que vous et que je ne me plais que seul avec vous. Non, ma belle, ma douce, ma pure Hermeline, je ne mérite pas une femme aussi parfaite. Écoute-moi. Demain, Anselme Desportes sera absent de la maison. Si nous passions la journée ensemble. Ensemble? Toi et moi? Eh oui, toi et moi. Je le voudrais bien, mon cher René, mais c'est impossible. Et pourquoi? D'abord, il faut que j'aille à la messe. Bon, j'irai avec toi. Voilà qui te fera plaisir, n'est-ce pas? C'est que je serai très occupée après l'office. J'ai promis d'aller visiter de pauvres vieilles qui ont été recueillies dans une maison pieuse. Eh bien, pour te prouver combien je t'aime, je veux demain partager toutes tes bonnes œuvres. Je t'accompagnerai. Hélas, c'est absolument impossible. Combien je le regrette, mon cher René. Les hommes ne sont pas admis dans cette maison. Je te remercie de ta noble pensée. Mais tu ne passeras certainement pas toute la journée dans ce monastère. Je viendrai te chercher, et puis nous ferons une longue promenade en voiture. Tu ne sors pas assez, cela te fera grand bien. Mon Dieu, comme je désire aller me promener avec toi, René. Cela me rendrait tellement heureuse. Oh, Hermeline, nous irons, c'est décidé. Mon Dieu, quel chagrin pour moi. Quoi? La vie est parfois dure à celle qui veut toujours faire son devoir. Bon, mais qu'y a-t-il encore? Monseigneur l'évêque m'a accordé une audience que j'avais demandée depuis plusieurs mois. Et justement, le jour fixé par lui est demain. Demain. Vraiment, ma chère, vous êtes de moins en moins ma femme. Je ne serais pas surpris de voir un jour notre chambre conjugale envahie par des moines. Il faut que je vous connaisse et que je vous aime autant que je le fais pour ne m'être pas inquiété de vous pendant toutes ces pratiques religieuses. Qui m'assure que vous ne vous oubliez pas quelquefois plutôt sur la molle couchette des Lévites qu'au pied de l'autel de Dieu. Croyez-moi, mon ami, on peut être honnête partout. Ce n'est ni dans la cellule du bonze, ni dans la niche de l'idole que la vertu érige son temple. C'est dans le cœur d'une femme sage. Et les compagnies décentes que je vous offre n'ont rien qui ne s'allie au culte que vous devez à Dieu. Vous passez dans le monde pour une de ses plus fidèles spectatrices. J'y crois.
Mais quelle preuve ai-je que vous méritez réellement cette réputation? Ce n'est pas la femme qui se met dans le cas de n'être jamais séduite, dont la vertu est la mieux constatée. C'est celle qui est assez sûre d'elle pour s'exposer sans rien craindre. Ouais, vous pleurez. Les larmes sont la ressource des femmes faibles. Adieu, Hermeline. L'insupportable prude. Parfois, j'ai grande envie de la tromper. Ah, mon ami, mon cher ami, que de remerciements je te dois. Et grâce à toi, j'ai connu aujourd'hui des plaisirs, des extases, dignes des dieux de l'Olympe. Ah bon? Merci, mon cher René, merci. Oh, moi, je ne suis pour rien dans les plaisirs qui te rendent si heureux. Ne dis pas cela. Sans toi, je serais reparti pour Nancy, sans même avoir soupçonné l'existence de cette maison admirable. Ouais, naturellement, tu veux parler de la maison de Madame S.J., non de la mienne, hein? Cette charmante entremetteuse m'a fait connaître une femme Oui. que je n'imaginais pas, même en rêve. Jamais je ne vis rien de pareil. La mère des amours elle-même ne saurait lui être comparée. Ah, mais cette créature est donc bien délicieuse. Délicieuse? Oui. L'adjectif est faible. Il me serait impossible de trouver l'expression qui puisse lui convenir. Il n'est pas de mots qui puissent décrire les torrents de délices dans lesquels elle m'a plongé. Elle joint aux grâces qu'elle a reçues de la nature un art si sensuel à les faire valoir. Elle sait mettre un sel, un piquant si réel dans sa jouissance que j'en suis comme ivre. Eh bien, Anselme, tu parles avec un enthousiasme si persuasif que je me sens presque enflammé de ces plaisirs. Je voudrais que tu en tâtes. Hein? Quelque habitude que tu puisses avoir des beautés de Paris, je suis sûr que tu m'avoueras que jamais aucune ne valut à tes yeux celle-là. Et dois-tu la revoir? Ouais. Demain matin à la même heure qu'aujourd'hui. Viens avec moi. Ah. Aussi merveilleuse qu'elle soit, je n'ai garde d'oublier qu'il s'agit d'une catin qui se vend à qui veut l'acheter. Pourquoi n'en profiterais-tu pas? Non, Tu es mon meilleur ami. Je voudrais que tu sois heureux comme moi. Non, je ne trahirai pas Hermeline. Mais ce n'est pas trahir sa femme que de coucher avec une fille publique. Bah, si jamais Hermeline soupçonnait une chose pareille, elle serait capable de me quitter. Mais tu es un mari exceptionnel. Combien y en a-t-il qui, ayant pour femme une prude, n'iraient chercher ailleurs ce qu'on leur refuse chez eux? Je regrette quand même que tu ne connaisses pas cette extraordinaire fille. Elle a en amour des raffinements inouïs. On dirait parfois qu'elle invente des caresses. Ah bon? On ne pouvait trouver mieux au jardin des délices imaginé par Hieronymus Bosch. Ah, j'aurais bien de la peine à oublier des jouissances aussi rares quand je serai dans ma province. Eh bien, tu m'as convaincu. Demain, je t'accompagnerai là-bas. Bravo. Tu vas connaître des voluptés que tu ignores. J'ai pour toi tant d'amitié que je te céderai ma place. Non, Anselme, non, je t'accompagnerai, mais je ne profiterai point des avantages offerts par les pensionnaires de Madame S.J. Je veux, quoi qu'il en soit, rester fidèle à Hermeline. Quoi qu'il en soit, homme vertueux, à demain. À demain. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Je suis heureuse de vous revoir. Entrez dans ce salon. Monsieur, la jeune femme que vous avez choisie vous attend. Je suis enchantée qu'elle vous ait donné hier toute satisfaction. C'est une femme exquise. Ne vous l'avais-je pas dit? Aussi est-ce la plus réclamée de toutes mes pensionnaires. Ah, vous avez eu de la chance qu'elle soit libre. Je veux bien vous croire. Si vous disposez d'assez de temps et que vous puissiez verser un petit supplément de quelques louis, vous pourrez lui demander de danser nue. Elle ne fera, j'en suis sûre, aucune difficulté pour vous montrer ses danses. Elles sont d'une lascivité incroyable. Allez la retrouver. Heureux enfant de l'amour.
Vole vers les bras voluptueux que l'on étend vers toi et viens ensuite me rendre compte de tes plaisirs. Hein. Je me réjouirai de ton bonheur. Et va en cette veuve. Et vous, monsieur, ne rendrez-vous pas hommage à l'une de nos belles et jeunes pensionnaires? J'en ai qui vous conviendraient à merveille. Non, je désire rester ici à attendre mon ami. Comme vous voudrez, monsieur. Je vais vous faire apporter des rafraîchissements. Merci, madame. Voyez-vous, monsieur, nous avons une clientèle d'hommes très distingués. C'est pourquoi nos jeunes femmes sont exceptionnellement belles et savantes. Ce ne sont pas des femmes que l'on peut trouver n'importe où. Non, je n'en doute pas, madame, ça, je n'en doute pas. Nous sommes d'une discrétion au-dessus de tout éloge. Beaucoup d'hommes mariés viennent ici. Une grande prudence et de rigueur. D'ailleurs, nous sommes tout aussi discrets à l'égard de nos filles. Certaines viennent ici régulièrement et depuis fort longtemps. Nous ne connaissons d'elles qu'un prénom qu'elles ont choisi selon leur convenance. Non, je n'en doute pas, madame. Je n'en doute pas. Cependant, mon ami m'a tellement vanté la beauté de la personne que vous lui avez fait connaître que j'éprouve une certaine curiosité. Pourrais-je la voir lorsqu'elle sortira de la chambre? C'est possible. À moins que monsieur votre ami, qui en l'occurrence a la priorité, ne s'y oppose. Cela me surprendrait. Je vais m'en assurer. Merci. René. Ah, te voici. Alors, aussi satisfait que l'autre jour? Non, plus encore que la première fois. Naturellement, tu ne pourras savoir ce qu'elle est en amour. Mais du moins pourras-tu te rendre compte de sa beauté puisque tu as demandé à la voir. Et si du moins cela ne te contrarie pas? En quoi cela pourrait-il me contrarier? Ce n'est qu'une fille qui est à tout le monde. Madame S.J. va la faire passer devant nous en même temps que d'autres filles, comme si tu devais choisir l'une d'entre elles. Bien. Je t'indiquerai quelle est celle qui m'a enchanté par ses caresses. D'ailleurs, tu la devineras. Elle est plus belle que toutes les autres. Messieurs, je me permets d'attirer votre attention bienveillante sur les jeunes personnes qui vont maintenant passer devant vous. Mesdemoiselles, approchez et présentez-vous à ces messieurs. Marchez lentement, avec grâce et en mesure. Hermeline! Comment? Ma femme ici avec cette putain! Mais emmenez-la! Emmenez-la ici, je vais la tuer! Ma femme parmi les filles publiques! Bon Dieu! Mais c'est impossible! Oh, Dieu, quelle affaire! Oh, cette Marie l'égyptienne, venez-moi en aide. Ce scandale va ruiner ma réputation. Oh, la prude qui refusait de se déshabiller devant son mari, vendait ses caresses à l'heure et à n'importe qui! Mon pauvre René, si j'avais pu me douter... Ouais, moi donc! Oh, c'est atroce! Atroce! Je la tuerai! Je la ferai rouer en place publique! Monsieur, elle s'est enfuie de la maison, nous ne la trouvons nulle part. Ah, vous voici! Vous allez payer cher votre infamie, je vous livrerai à la police, je vous ferai enchaîner dans un cachot pour le reste de vos jours! Famille ignoble! Tiens! René, calme-toi! Alors, lâche-la, je t'en prie! Non, mais laissez-moi, je vais la tuer! René, au nom de l'amitié, calme-toi. Ne commets pas un meurtre. Laisse-la parler. Tu la livreras ensuite à la justice si tu veux. Monsieur, je vous en supplie, écoutez ce que j'ai à vous dire et vous reconnaîtrez que je ne suis pas coupable dans cette histoire. Eh bien, parlez. Et si vous me mentez, je vous le ferai payer cher. Monsieur, il y a un peu plus de 7 ans que je connais celle que vous nommez votre femme et qu'elle vient régulièrement ici. 7 ans? Elle venait ici avant notre mariage, mais c'est impossible, vous mentez! Monsieur, je ne mens pas. Tenez, monsieur, voici mon livre de comptes. Feuilletez-le et vous trouverez le nom de cette personne à chaque page avec le montant des sommes qu'elle a touchées. Son nom? Mais je ne vois pas son nom! Là. Moi, je la connais sous le nom de Lucrèce. C'est celui qu'elle m'a donné.
quand elle est venue pour la première fois chez moi. Lucrèce. Oui. Et oui, c'est son deuxième prénom après Hermeline. 7 ans. Elle avait donc 16 ans. Elle a trompé ses parents comme elle m'a trompé. Oh, quel monstre de duplicité! Depuis 7 ans, elle est venue tous les jours. Mais vous ne vous êtes donc jamais inquiété de savoir qui elle était? Non, monsieur, je vous l'ai dit, la première règle de cette maison est une parfaite discrétion. Le meilleur client la réclame. Mais taisez-vous, scélérate! René, reconnais que cette femme n'est pas responsable de son malheur. Oui, je sais. Mais ce qui m'arrive est tellement épouvantable. Avoir cru pendant des années non seulement à la fidélité, mais à la pureté d'une femme. L'avoir vénérée presque comme une sainte. Et découvrir qu'elle n'est qu'une catte. Oh mon Dieu. Ah non. Je comprends ta révolte, René, mais non pas ton chagrin. Elle n'en est pas digne. Le mépris est tout ce qu'elle mérite. Le dégoût. Hypocrite, vicieuse, sans dignité, sans cœur, voilà ce qu'elle est. Elle ne mérite pas un instant de regret. Oui, tu as raison, Anselme. Ce serait m'abaisser que de lui consacrer une pensée attristée. Mais elle n'échappera pas à ma colère et à la punition qu'elle mérite. Eh bien, rentrons chez moi. La meilleure punition que tu puisses lui infliger est de la chasser, simplement. La jeter à la rue. J'essaierai de suivre ton conseil. Enfin, une lettre de René de Cerneval. Mon cher Anselme, pardonne-moi d'être resté si longtemps silencieux, malgré les lettres affectueuses que tu as bien voulu m'envoyer et auxquelles je n'ai pas répondu. Sache-le, jamais je n'ai retrouvé trace d'Hermeline. Lorsque nous avons constaté son absence en rentrant à la maison, nous avons cru, toi et moi, qu'elle n'avait pas osé revenir, craignant ma colère et ton mépris. Nous surestimions encore cette catin en pensant qu'il pouvait y avoir en elle le plus petit sentiment de honte. Elle n'est point revenue. Ni moi, ni sa famille, que j'ai naturellement mise au courant, n'avons su ce qu'elle était devenue. Tu te doutes bien qu'elle n'est pas non plus retournée chez Madame S.J. Après quelques semaines de recherche, je ne me suis plus inquiété d'elle. J'ai repris une bonne petite existence de célibataire riche. N'ayant plus d'illusions, je ne crains plus d'en perdre. J'achète les femmes comme j'achète mes chevaux, et je mets plus volontiers de l'argent dans un cheval que dans une femme. Ma vie étant parfaitement organisée, figure-toi, mon cher ami, que j'ai eu envie d'écrire. Oui, j'ai écrit un in quarto contre les épouses hypocrites et prudes. Je te le fais parvenir. Mais je crains bien que mes écrits ne corrigent pas les femmes et que les hommes ne les lisent jamais. Quoi qu'il en soit, je souhaite que ma triste expérience te serve de leçon. Méfie-toi des prudes. C'est une race à exterminer. Petit théâtre de nuit. Une émission de Géraldine Gérard. La Prude. Avec Lucie Arnold, Bérengère Dautin, Jean-Marie Ferté, Claude Giraud. Musique de Jean-Fabien Gérard. Bruitage Jean-Jacques Noël. Chef opérateur du son Robert Pierrel. Collaboration technique Yvette Hubeau. Assistante Monique Chiquet. Réalisation Georges Perroux.